Il y a dans la vie de ce podcast des épisodes d'un genre tout à fait particulier. Ce ne sont pas des analyses, ce ne sont pas des commentaires, ce ne sont pas des voix qui expliquent, mais ce sont plutôt des pauses, des instants, des respirations où l'on pose tout ce qu'on tient dans les mains et où l'on regarde, simplement. Une chose, un élément, quelque chose du monde ordinaire qu'on traverse sans jamais vraiment le voir. Ces épisodes-là, je les appelle des fragments de contemplation poétique. Et ce sont des petites capsules hors du temps. Quelques minutes où je vous invite à fermer les yeux, si vous le souhaitez, à ralentir, à mettre votre casque pour mieux profiter des sons et de ma voix, et à laisser les mots faire leur chemin en vous sans chercher à les retenir. Aujourd'hui, c'est le vent. Je suis heureux de vous accueillir ici, sur voixpoétique.com. Le vent commence par ne pas exister. Il y a d'abord le silence. Un silence si complet, si dense, qu'on pourrait croire que le monde s'est arrêté de respirer. Je ne parle pas d'absence, mais bel et bien d'une plénitude, d'immobilité. L'air est là, ténu, comme une chose que quelqu'un serrerait dans ses bras et ne voudrait pas lâcher. La flamme de la bougie ne vacille pas. Le rideau pend, droit. L'herbe du jardin est sage, figée dans sa verticalité tranquille. Et on attend, sans savoir ce qu'on attend. Avec cette sensation étrange que quelque chose est sur le point d'arriver, que quelque chose de très petit et de très grand à la fois, quelque chose qui n'a pas encore décidé de venir. Et puis vient le presque rien. Un brin d'herbe penche, de quelques degrés seulement, à peine. On pourrait presque ne pas le voir. On pourrait regarder ailleurs, penser à autre chose et ne jamais savoir qu'en cet instant précis, ici, dans ce coin de jardin ordinaire, quelque chose d'invisible a touché quelque chose de vivant. Mais si on regardait, en regardant vraiment avec cette attention tranquille qu'on a rarement le matin parce qu'on est pressé, parce qu'on pense déjà à autre chose, eh bien on verrait ce brin d'herbe penché. Et là, on comprendrait, sans pouvoir le dire avec des mots exacts, que le vent vient de commencer. C'est toujours comme ça. Le vent ne s'annonce pas, il ne frappe pas à la porte. Il est là, soudain, dans la chose la plus légère qu'il a trouvé à toucher. La peau, elle, vient avant les yeux. On sent le vent avant de le voir. On le sent sur le dos de la main, sur la tempe, sur le cou quand on a les cheveux relevés. Cette légèreté fraîche, ce souffle qui n'est d'aucune bouche, cette caresse qui n'a pas de corps derrière elle. Quelque chose effleure et repart. Quelque chose touche sans insister, sans demander, sans rester. Et il faut une attention presque méditative pour le recevoir, vraiment. Pour ne pas le confondre avec rien. Pour ne pas le laisser passer sans avoir senti qu'on a été visité. Parce que oui, c'est bien ça, une visite. Le vent vient de quelque part qu'on ne verra probablement jamais. Il a traversé des territoires qu'on ne connaît pas. Il a traversé des champs que personne n'a jamais nommés. Des forêts que personne ne traverse.
des étendues d'eau sans nom. Et il arrive là, sur notre peau, chargé de tout ce qu'il a traversé, et dont il ne reste rien de visible. Il arrive, il passe, il emporte. Et la peau, elle sait. Et elle n'a pas besoin qu'on lui explique quoi que ce soit, parce qu'elle reconnaît. Elle se souvient peut-être, dans ses couches les plus anciennes, dans ce que nous sommes avant d'être nommés, d'avoir appartenu à quelque chose d'aussi libre que le vent. Tendez la main par la fenêtre, ouverte, un matin. Et ce que vous recevrez n'aura aucun équivalent. Il n'y a pas de parfum qui imite ça. Il n'y a pas de tissu, pas de main humaine. C'est une chose unique et banale. Banale parce que toujours là. Unique parce qu'elle ne se répète jamais tout à fait. Chaque passage de vent sur la peau est différent. Chaque souffle est un souffle particulier, né de ce matin précis, de cette pression-là du ciel, de cette température-là de la Terre, de ce mouvement-là de l'atmosphère, qu'absolument personne d'autre ne refera jamais exactement ainsi. Vous serez alors le seul être au monde à avoir reçu ce vent-là, à cet instant-là, sur cette main-là. Dans la chambre, une feuille de papier s'est soulevée de la table. Elle a flotté. 1 ou 2 secondes, peut-être moins, peut-être plus. Le temps n'a plus réellement la même épaisseur quand on regarde vraiment. Elle a flotté. Et elle est retombée ailleurs, à 20 centimètres de là où elle était. Et maintenant, elle est là, posée, sage à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'est passé. Cette feuille a quitté sa table. Elle a été un instant dans l'air. Elle a connu ce que c'est que de ne plus toucher le sol. Et il y a quelque chose d'immense dans ce moment minuscule. Le vent ne fait pas de différence entre une feuille de papier et une autre. Il ne lit pas ce qui est écrit dessus et il ne distingue pas le précieux du banal, le brouillon du poème. Il soulève ce qui est léger. C'est absolument son seul critère, la légèreté. Et cette feuille qui volait, pendant ces 2 secondes où elle quittait sa table, était peut-être plus elle-même qu'en aucun autre moment. Elle était libérée de sa surface, de son poids, et même de sa destination. On laisse la fenêtre ouverte pour ça, parfois, sans le savoir. Et puis, il y a le cheveu sur le front. C'est un fil vivant qui se lève quand le vent arrive, qui cherche une direction dans l'air, qui hésite, qui repart. Et ce n'est pas seulement de l'irritation ou même de l'inconfort, quoi qu'on le ramène machinalement derrière l'oreille, en un geste distrait, en un geste automatique. Si on le laissait faire, ce cheveu, si on l'observait vraiment, je pense qu'il dirait quelque chose. Il traduit, il dit « Le vent vient de ce côté, il porte cette force, cette douceur ou cette rudesse. Il est tiède ou froid.
Il insiste où il passe. Et le cheveu est un instrument de mesure que nous portons sur nous sans jamais le consulter. Les enfants savent bien mieux que nous. Ils lèvent le visage dans le vent, les yeux à moitié fermés, les cheveux en désordre, et ils sourient. Ils ne sourient pas parce que c'est beau. Ils ne sourient pas parce qu'ils ont compris quoi que ce soit, mais parce que le vent sur le visage est une des rares choses qui arrive vraiment, qui atteint vraiment la chair, qui ne passe pas par les mots ou les pensées pour exister. C'est direct, c'est immédiat. C'est une des expériences les plus simples et les plus profondes aussi qui soient. Et on la traverse 100 fois, sans s'en rendre compte. Jamais. Alors, je partis m'asseoir dans le jardin. Je m'assois et je me tais. Le jardin, dans le vent, est un théâtre sans acteur identifiable. Tout bouge et pourtant, rien ne fait semblant. Le rosier penche à gauche, puis à droite. Puis s'immobilise une seconde, puis repart de nouveau. La grande herbe, au fond, oscille en vagues lentes, comme si quelque chose respirait sous la terre et envoyait ses souffles vers le haut, vers la lumière. Les fleurs, elles tendent leur tête vers le ciel et la retirent, la tendent et la retirent. Elles acquiescent à quelque chose. À quoi ? Je ne le sais pas. Il y a dans mon jardin en vent, une conversation permanente. Non pas entre les plantes, elles ne se parlent pas entre elles, du moins pas à voix haute, mais entre le vent et chaque chose vivante qu'il touche. Chaque plante répond différemment. L'herbe fine répond vite, rapidement, en petites vagues précipitées. Le grand laurier rose répond lentement, pesamment, en balancements amples qui prennent tout leur temps. Le brin de lavande répond avec toute sa fragrance. Il s'incline et donne son parfum. Comme si c'était son seul langage, sa seule façon de dire « Je t'ai senti, je suis là. Voilà ce que je suis. » Et il y a cet arbre au fond du jardin. L'arbre dans le vent est une chose tout à fait à part. Il n'est pas seulement touché par le vent. Il le reçoit. Il le contient. Et il le révèle même. Les branches du haut s'agitent tandis que le tronc, lui, ne bouge pas. Et on voit alors ce que le vent est vraiment, quelque chose de haut, de léger, qui passe dans les cimes et laisse la base tranquille. Et l'arbre vous enseigne la géographie du vent. Sa stratification, sa façon d'être plus fort au-dessus et plus doux en dessous. Il est le plus ancien, il est le plus fidèle des instruments météorologiques. Avant toute science, avant tout appareil, il y avait les arbres qui lisaient le vent. Regardez maintenant les feuilles d'un tremble pour... Observez-le dans un jour de brise. Les feuilles du tremble tournent sur elles-mêmes à la moindre sollicitation de l'air. Elles scintillent, elles tremblent, elles font de la lumière avec rien, elles transforment le vent en éclat. Un tremble en vent est une chose presque insoutenable de beauté. On dirait qu'il a été fait pour ça, construit pour ça, précisément pour rendre visible ce qui ne l'est pas. Je sens toutes ces odeurs. Le vent porte des odeurs qu'il n'a pas lui-même d'ailleurs. Il n'est rien. Il est de l'air, du mouvement. Mais
en traversant ce qu'il traverse, eh bien, il ramasse. Il ramasse sans choisir, il ramasse sans trier, sans savoir ce qu'il prend. Il passe sur le champ de lavande et emporte de la lavande. Il passe sur la terre après la pluie et emporte cette odeur précise, la plus ancienne peut-être que nous connaissions, cette odeur de terre mouillée qui se suffit à elle-même et qui dit « La pluie est passée là, la terre a bu, quelque chose de vivant a eu lieu. » Il y a des odeurs dans le vent qui n'ont pas de source visible. On ne voit pas le champ, on ne voit pas l'arbre, on ne voit pas la rivière, mais on les sent. Le vent est bien plus rapide que notre regard. Il voyage plus loin. Il vous apporte des nouvelles de ce que vous n'avez pas encore vu, de ce que vous ne verrez peut-être jamais même. Parfois, on sent la mer avant d'y être. Parfois, on sent l'orage avant qu'il arrive. Parfois, on sent quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Quelque chose sans nom, quelque chose de sauvage et de propre à la fois. Quelque chose qui appartient à un lieu que vous n'avez pas en mémoire, mais que votre corps, lui, semble avoir connu. Le corps a des mémoires que la tête n'a plus. Le vent les réveille, parfois, sans prévenir, sans explication. Il pose une odeur sur votre visage et vous voilà traversé par quelque chose. Une image, peut-être une sensation, un état plutôt qu'un souvenir précis, quelque chose d'avant les mots. Eh bien, le vent a ce pouvoir étrange d'atteindre en vous des strates très profondes et de toucher à ce que vous êtes avant d'être ce que vous croyez être. Puis il y a ces oiseaux. Les oiseaux ne fuient pas le vent, mais ils s'y installent. Regardez le rapace au-dessus du champ. Il tourne. Il tourne en montant, sans battre des ailes ou, si rarement, porté par quelque chose qu'on ne voit pas. Par une colonne d'air chaud qui monte de la terre réchauffée, un visible escalier qu'il a trouvé et qu'il remonte en spirale, de plus en plus haut, de plus en plus petit dans le ciel. À la fin, il n'est même plus qu'un point immobile dans le mouvement. On ne sait plus si c'est lui qui tourne ou si c'est le ciel qui tourne autour de lui. Mais il fait confiance au vent. Il lui délègue la tâche de le tenir en l'air. Il donne son poids au courant et le courant le prend. Il y a dans cette confiance quelque chose qui n'est absolument pas de la paresse, c'est au contraire, même plutôt une forme d'intelligence très haute, un savoir du corps qui connaît quand pousser et quand laisser faire, et qui reconnaît les forces plus grandes que lui, et s'y appuie plutôt que de les combattre. La corneille, elle combat. Elle avance contre le vent. À coup d'aile décidée, elle part de côté, se reprend, perd un mètre, et en gagne deux, et puis continue. Et il y a quelque chose de têtu et de beau dans la corneille, par vent fort. Une forme d'obstination qui n'est absolument pas stupide et qui est juste différente de la sagesse du rapace. Parfois, eh bien, il faut lutter. Parfois, lutter, c'est la bonne réponse. Et la corneille connaît ça. Et puis, il y a les hirondelles, par grand vent. Elles jouent. C'est le seul mot. Elles jouent avec le vent comme si c'était une sorte de partenaire inventé pour elles. Quelque chose de fait sur mesure. Elles piquent, remontent, virent à angle aigu, disparaissent dans leur propre vitesse. Elles ne vont nulle part de précis, elles ne chassent pas à cette vitesse-là, pas avec ces virages-là. Elles font quelque chose d'autre, quelque chose que nous oserions peut-être appeler joie, si nous n'avions pas si peur d'attribuer des états humains à ce qui ne l'est pas. Mais il y a un mot pour ce qu'elles font dans le vent de tempête, et ce mot est joie. Et nous n'avons pas un meilleur mot, je pense. Comment parler du vent sans ne pas évoquer le souffle, le vôtre?
Respirez, inspirez lentement, posez l'attention sur l'air qui entre, cet air qui était dehors, qui était du ciel, qui était du vent, qui était peut-être passé sur ce jardin, sur ces arbres, sur ces oiseaux, et qui entre maintenant dans votre corps, descend dans vos poumons, passe dans votre sang. L'air devient vous pendant quelques secondes. Pendant quelques secondes, il vous appartient, provisoirement. Puis vous expirez. Et cet air qui était vous repart dans le monde et se mêle à nouveau à l'atmosphère continue, son voyage, et vous respirez de l'air très ancien. Pas le même air, c'est-à-dire les molécules qui se mélangent, se dispersent, se redistribuent en permanence. Mais cet air a circulé partout sur la planète, depuis que la planète a une atmosphère. Il a été dans les forêts tropicales, au-dessus des déserts, dans les cavités des glaciers, dans les souffles d'animaux disparus depuis des millions d'années. Il a traversé des êtres vivants que vous ne pourrez jamais nommer parce qu'ils n'existent plus. Et le voilà en vous, et vous le rendez. Et il repart. Chacune de vos respirations est un commerce avec l'infini. Le souffle est la frontière vivante entre ce que nous sommes et ce qui nous dépasse. Il entre, il sort, il entre, il sort. Et cette répétition n'est absolument pas monotone. Chaque respiration est unique, survient dans un instant du monde qui ne se répétera pas. Porte avec elle la qualité de cet instant précis, l'heure du jour, la saison, l'état du ciel, votre état à vous. Respirer est le seul acte que nous faisons à chaque seconde de notre vie et auquel nous ne pensons presque jamais. Le vent de l'intérieur. Le vent qui ne s'arrête pas tant que nous vivons. Le vent a des noms propres. Il y a quelque chose d'émouvant d'ailleurs dans le fait que les hommes aient donné des noms au vent. Des noms comme on donne à des voisins, à des entités avec lesquelles on cohabite depuis si longtemps qu'on ne peut plus faire semblant de leur être étranger. Les vents du sud, les vents du nord, les vents qui descendent des montagnes ou remontent des mers, ils ont tous leur caractère, leur façon d'arriver, leur façon de partir, ce qu'ils apportent et ce qu'ils prennent. Il y a des vents secs qui craquellent les lèvres, qui font des étincelles dans les cheveux, qui rendent les nuits électriques et longues. Il y a des vents humides qui changent le ciel en quelques minutes, qui font sentir l'eau avant que l'eau arrive, qui font gonfler les bois des vieilles maisons et chanter les volets mal fermés. Il y a des vents chauds qui descendent des massifs au printemps et font fondre la neige en quelques heures, qui réveillent quelque chose dans le corps, une impatience, une fébrilité, comme si la chaleur soudaine rappelait à chacun qu'il est vivant, qu'il a un corps, et que ce corps aime la chaleur du soleil. Et il y a des vents dont on ne dit rien de particulier. Des vents, comme je vous le disais tout à l'heure, des vents sans nom, des vents de passage, des vents de printemps, qui arrivent par les fenêtres ouvertes et soulèvent les nappes des tables de cuisine et apportent quelque chose d'indéfinissable, une promesse vague, un parfum de loin, une légèreté subite dans la poitrine, des vents qui n'ont duré que quelques minutes et qu'on n'oubliera pourtant jamais, et sans savoir pourquoi. Peut-être parce que le vent fait de la musique. Alors il n'y a pas d'instrument, le vent. Ou plutôt, le monde entier est son instrument. Il joue de tout ce qu'il traverse. Des fils électriques, par vent fort, il y a une plainte. Grave, continue, un peu inconstante. Elle monte, elle descend d'un ton, elle reprend. Ce n'est pas de la musique au sens habituel du terme, mais c'est plutôt quelque chose de plus brut, de plus ancien,
de plus proche du cri que du chant. Les nuits de tempête, ce sont dans les fils, accompagnent les insomnies avec une fidélité étrange. On finit même par l'écouter vraiment. On finit par y entendre quelque chose qui ressemble à la tristesse. Pas la sienne propre, pas celle de quelqu'un de précis, mais bel et bien une tristesse générale, universelle. La tristesse de tout ce qui passe et qui ne revient pas. Il y a une autre musique plus douce, celle du vent dans les hautes herbes d'été. Ce frémissement collectif, ce souffle horizontal, sur les prairies, cette façon qu'a l'herbe de se coucher, tout ensemble, et de se relever, de faire des vagues, comme une mer verte. Ce son-là n'a pas de note identifiable. Il est tout en nuances, tout en passage, tout en disparition. Il est à la limite du silence. Et les maisons anciennes, les maisons en pierre qui respirent, dont les murs ne sont pas hermétiques, dont les portes ne ferment pas tout à fait, dont les volets ont des lames. Par vent, elles parlent. Elles sifflent légèrement dans un couloir. Elles murmurent sous une porte. Elles font résonner quelque chose dans la cheminée qui ressemble à une voix sans parole. Une maison traversée par le vent est une maison vivante. Elle participe à ce qui se passe dehors. Et elle n'est pas séparée du monde. Elle respire avec lui. Les maisons modernes ne font plus ce son-là. Malheureusement. Le vent et la mer sont faits l'un pour l'autre. La mer sans vent n'est pas tout à fait la mer. Essayez de bien y penser. Elle serait une simple surface, un miroir, une belle chose figée. Mais quand le vent arrive, quand il se penche sur l'eau, et quand il commence à la travailler, quelque chose se met en mouvement, qui n'est plus seulement de l'eau, et n'est plus seulement du vent. C'est une troisième chose, une chose faite de leur rencontre. D'abord, de petites rides légères, comme des frissons sur une peau, puis des clapots, plus décidés, qui commencent à faire du bruit, puis des vagues qui trouvent leur forme, qui se creusent, qui avancent. Et si le vent insiste, si le vent souffle depuis longtemps sur une grande étendue, les vagues grossissent, s'organisent, roulent, voyagent. Elles peuvent voyager des milliers de kilomètres depuis l'endroit où le vent les a formées. Elles traversent des océans entiers et elles arrivent sur une plage, sur un rivage que le vent ne connaît pas, et elles se brisent là, dans une dernière dépense d'énergie, un fracas blanc, une écume qui monte et retombe. Toute la force d'un vent lointain dans ce seul instant sur le sable. On ramasse une coquille sur la plage sans penser à ça. On ne pense pas au vent qui a soulevé cette eau il y a des semaines, peut-être de l'autre côté du monde. Et pourtant, il y est, dans la vague qui a roulé cette coquille, dans le mouvement de l'eau qui l'a déposée là, exactement là, à cet endroit de la plage où vous passiez, vous, ce matin. Et tout est lié, discrètement, invisiblement, mais profondément lié. En haute montagne, où je vis, le vent n'effleure plus, mais il appuie plutôt. Il a du corps, il a de la masse, il a une présence physique qu'on ne soupçonne absolument pas en bas. Dans les vallées, où il est doux et capricieux à la fois. Là-haut, croyez-moi, il est sérieux. Il faut travailler contre lui pour avancer. Il faut pencher le corps, caler les pieds, respirer autrement, avec plus de conscience, avec plus d'effort. Il n'est pas contre vous. Il n'est pas pour vous non plus d'ailleurs. Il est là. Et il fait ce qu'il fait depuis absolument toujours. Il circule. Il existe de façon impersonnelle et absolue. Et c'est vous qui êtes dans son passage. C'est tout. Cette indifférence de la haute montagne n'est pas froide. Et elle n'est pas non plus hostile. Elle est simplement vraie
d'une façon que les lieux habités par les hommes ne peuvent pas être vrais. Parce que dans les lieux habités, eh bien, tout est arrangé pour nous. Et tout est mis à notre échelle. Tout nous dit que nous sommes importants, que nous sommes même le centre. En altitude, dans le vent, on comprend très clairement qu'on ne l'est pas. Et cette compréhension, étrangement, n'est pas une humiliation, mais c'est plutôt une libération. Et il y a une légèreté particulière qui vient de savoir qu'on est très petit. Le vent de montagne, lui, il vous l'enseigne, sans discours. Et puis il y a la tempête. Et la tempête, eh bien, c'est pas le vent en colère. Et ça serait même trop simple, trop humain, de lui prêter une telle humeur. La tempête est simplement le vent à sa pleine mesure, déployé dans toute son amplitude, sans retenue ni douceur. C'est le vent qui ne se contient plus, ou plutôt qui n'a jamais eu à se contenir, et que les conditions de ce jour-là portent à son plein volume. On entend la tempête arriver. Elle annonce sa venue par une modification de l'air, une pression dans les oreilles, une qualité électrique de l'atmosphère. Les animaux la sentent avant nous. Le chien s'inquiète, les oiseaux disparaissent, les insectes tout d'un coup se taisent. Et puis elle est là, avec ses rafales, ses coups, ses reprises, ses accalmies trompeuses, suivies de reprises plus violentes encore. Elle secoue ce qui était immobile depuis des années et elle oblige les arbres à montrer leur vraie taille. Combien de troncs majestueux que nous croirions éternels s'avèrent creux, fragiles, prêts à tomber. Et la tempête révèle ce qui était caché sous la belle forme. Et puis elle passe, parce qu'elle passe toujours. Elle laisse derrière elle un ciel d'une clarté absolue, un air lavé, purgé, transparent comme du verre, des branches à terre, des feuilles partout dans les endroits les plus improbables, et ce silence d'après-tempête, particulier ce silence, différent de tous les autres silences. Le silence de ce qui a été secoué et qui se retrouve, qui reprend ses esprits, qui regarde autour de lui et commence à compter ce qui reste. Et puis la nuit. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais le vent de la nuit est différent. Il ne porte pas du tout le même regard que le vent du jour. Si on peut appeler regard d'ailleurs ce que le vent porte avec lui. La nuit, il s'allège, il devient presque doux. Dans la plupart des saisons, comme si la fraîcheur l'apaisait, comme si même l'obscurité le rendait plus délicat. Il passe sur les villes endormies, sur les rues vides, sur les jardins silencieux. Il soulève le coin d'une feuille morte qui traîne sur le trottoir. Il fait bouger imperceptiblement le feuillage dans l'obscurité. Et on l'entend avant de le voir. Ce bruissement doux dans les arbres noirs, ce souffle qui passe dans les branches sans lumière. La nuit, le vent accompagne mieux l'insomnie que le sommeil. On l'entend depuis le lit, depuis la fenêtre ouverte. Ce petit bruit continu, varié, jamais identique, jamais tout à fait prévisible. Et il n'est pas triste, il est présent. Il est même là pendant que les autres dorment et il continue de circuler sur le monde, pendant que le monde se tait. Et cela lui donne quelque chose, une fidélité, une constance que les choses silencieuses n'ont pas. Le vent ne dort jamais. Et si nous prenions encore un peu plus de hauteur, et si nous quittions le sol, si nous quittions les arbres et les crêtes, et que nous montions dans le ciel maintenant, au-dessus des nuages, à très haute altitude, là où les avions volent, là où il y a des vents que personne ne voit absolument jamais depuis le sol, des fleuves d'air qui circulent à grande vitesse autour du globe, des rivières invisibles d'air froid et rapide, qui s'étirent sur des milliers et des milliers de kilomètres. On les reconnaît parfois, indirectement dans les tracés des nuages, ces filaments blancs très hauts dans le ciel, ces traînées effilées qui ressemblent à des coups de pinceau, qui indiquent
la présence là-haut d'un vent qu'on ne sentira jamais sur la peau. Ces nuages-là sont inscrits par le vent. Elles en sont la signature, même la trace, la calligraphie sur fond bleu. Le ciel s'écrit en permanence. Et nous le lisons très mal, parce que nous ne regardons plus le ciel vraiment, parce que nous avons délégué à d'autres le soin de le lire. Mais la page, elle est toujours là, ouverte. Plus loin que le ciel et plus loin que l'atmosphère, il y a autre vent là-haut que personne ne ressent sur sa peau et qui pourtant arrive jusqu'à nous. Non jusqu'à nos corps, mais jusqu'à notre ciel. C'est le vent de notre étoile. Le soleil souffle. Il émet en permanence, dans toutes les directions. Un flux de particules invisibles qui se répand dans tout le système solaire, qui atteint toutes les planètes, tous les corps qui gravitent autour de lui. Ce vent-là, ce vent solaire, arrive sur Terre sans qu'on le sente, sans qu'on le voie, dévié par le champ magnétique de la planète qui nous protège. Mais parfois, aux extrémités du globe, là où ce champ magnétique se courbe vers la Terre et laisse entrer quelques-unes de ces particules solaires, eh bien, quelque chose de magnifique se produit. Ces particules entrent en collision avec les atomes de l'atmosphère, hautes dans le noir de la nuit polaire, et elles libèrent de la lumière. Des voiles lumineux qui dansent, des tentures de soie verte et violette qui ondulent dans le ciel comme si quelque chose respirait dans l'espace. Des flammes froides, des rideaux d'une matière qui n'appartient à aucune matière que nous connaissions, des mouvements d'une douceur absolue dans un silence absolu. Et c'est le vent solaire qui s'annonce, c'est notre étoile, à 150 millions de kilomètres, qui envoie sa lumière par un chemin que nous n'aurions même pas imaginé. Et non pas directement en ligne droite, mais détournée, transformée, traduite en ce spectacle qui laisse sans voix. Un vent venu du soleil, une lumière faite de vent, une danse née d'un souffle stellaire. Et encore plus loin, dans l'espace, entre les étoiles, cet espace que nous appelons vide, et qui n'est pas tout à fait vide. Il y a des vents d'autres soleils. Des étoiles soufflent, toutes. Elles émettent, elles rayonnent, elles dispersent de la matière dans les immensités qui les séparent. Et certains de ces vents lointains, portés par des millénaires de voyages à des vitesses que nous pouvons calculer, mais absolument pas ressentir, arrivent jusqu'ici, jusqu'à notre système solaire, jusqu'à notre atmosphère. Quelques-uns de ces voyageurs venus d'autres étoiles traversent la Terre et, en ce moment même, passent à travers votre corps, à travers les tables et les murs, à travers la planète entière, sans vous faire de mal, sans même se faire remarquer d'ailleurs, continuant leur route vers l'infini. Des vents d'étoiles mortes arrivent encore, des particules lancées depuis des soleils éteints, avant que la vie existe sur Terre, qui voyagent encore, qui continuent, qui ne savent pas que leur source n'est plus. Et ils portent le souvenir de ce qui a cessé d'être. Ils sont les messagers d'un monde révolu qui parle encore dans l'obscurité de l'espace. Et il y a quelque chose d'émouvant dans cette idée, quelque chose qui nous dépasse et qui nous touche en même temps. Alors revenons doucement. Revenons doucement du cosmos à la planète. De la planète au continent. Du continent au pays, à la ville, au jardin, à la chambre, à la main tendue par la fenêtre. Il y a quelque chose d'absolument vertigineux à comprendre que le vent qui effleure votre main ce matin est de la même nature que le vent solaire, que les grands courants qui organisent notre atmosphère depuis des milliards d'années. De la même nature du mouvement, de l'énergie en déplacement, de la matière qui circule d'un endroit à un autre, qui transporte quelque chose, qui redistribue à toutes les échelles depuis le brin d'herbe qui penche jusqu'aux voiles lumineuses dans le ciel arctique. C'est le même geste fondamental du monde. Tout circule, tout passe. Rien ne reste fixe, rien n'est immobile,
que par illusion ou par oubli de regarder. Le vent nous rappelle ça, à sa façon silencieuse et insistante. Il passe sur ce qui semble stable et il le met en mouvement. Il passe sur ce qui se croit permanent. Et il lui montre qu'il tremble. Il passe sur nous et pour un instant, nous savons que nous sommes, nous aussi, quelque chose de passager, assemblés provisoirement, tenant ensemble le temps qu'il faut, et puis un jour nous retournerons à l'air, à la terre, au mouvement continu de ce monde. Et ce n'est pas une pensée triste, mais c'est plutôt une pensée exacte. Et il y a une chose que le vent ne peut pas faire. On ne peut pas le saisir. On peut le sentir, on peut l'entendre, le mesurer, lui donner des noms, étudier ses trajectoires, on peut tout ça, oui. Mais lui, dans sa nature propre, échappe toujours. Tendez la main pour le prendre, ouvrez les doigts et regardez. Il n'y a rien. Il est passé. Il est déjà ailleurs. Il est partout et nulle part à la fois, présent dans ses effets et absent dans sa substance. On ne peut pas posséder le vent. On le rencontre. Et peut-être que c'est là sa vérité la plus profonde. S'il a des vérités à donner, ce qui n'est pas sûr, parce que le vent n'enseigne pas, il passe, c'est tout. Peut-être que la chose la plus importante n'est pas ce qu'on tient, mais ce qui traverse. Peut-être que c'est pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on laisse circuler. Et peut-être pas ce qui reste fixe, mais ce qui est vivant parce qu'il bouge. Les choses les plus précieuses ressemblent au vent. On ne les possède pas. On les reçoit. On les laisse passer. Et si on est attentif, si on est vraiment là, dans ce moment précis, avec cette ouverture-là, on les reconnaît quand elles arrivent. Et elles arrivent. Il y a une dernière chose que le vent fait, et qu'on oublie toujours de remarquer. Il efface les traces dans la neige, les empreintes dans le sable, les motifs que la pluie a dessinés dans les poussières d'un chemin. Le vent les efface, doucement, progressivement, sans violence. Il efface ce qui a eu lieu pour faire de la place à ce qui n'a pas encore eu lieu. Il y a dans cette action quelque chose de profondément juste, quelque chose qui ressemble à cette capacité que nous cherchons tous parfois, qui est de laisser ce qui a été se retirer, de ne pas s'accrocher à la trace, à la forme, à l'empreinte. Le vent ne se souvient de rien, et il ne garde rien. Chaque souffle est neuf, et le soir tombe. Le vent se calme. Il se calme souvent avec le soir. Il y a ce moment de fin journée où l'air se stabilise et où les arbres s'immobilisent, où quelque chose se tient dans la lumière oblique et orangée du soleil bas. Ce n'est pas le silence de ce matin, ce silence d'avant, d'attente, de tension douce. C'est un silence d'après, un silence qui a déjà traversé quelque chose, un silence qui a dû passer. Les feuilles qui ne bougent plus ont bougé. Les herbes qui se tiennent droites ont ondulé. Et tout ce qui a été transporté aujourd'hui par le vent, le pollen, la poussière, son, odeur, graines légères, a été déposé quelque part, discrètement, dans l'indifférence absolue et parfaite du monde naturel. Le vent a fait son travail, un travail que personne ne commande et que personne ne pourra arrêter. Demain matin, si vous ouvrez la fenêtre à l'heure où le monde s'éveille, à cette heure bleue et fraîche qui précède le soleil, quand les oiseaux commencent et que le reste se tait encore, le vent sera très probablement là. Peut-être à peine perceptible, une simple différence de température entre l'air de la chambre et l'air du dehors, peut-être plus fort, portant les sons de la rue, une odeur de boulangerie, une odeur de rosée. Il sera là parce qu'il ne s'arrête jamais, parce qu'il tourne sur la planète, depuis plus longtemps que la vie, depuis plus longtemps que les océans ont leur forme actuelle, depuis avant même les montagnes que nous voyons maintenant. Il aura soufflé cette nuit sur des endroits que vous ne verrez absolument jamais. Il sera passé sur des gens qui dormaient, sur des enfants dans leur lit, sur des vieux qui ne dormaient plus. Il aura traversé des campagnes
silencieuses, des villes brillantes et bruyantes, des étendues d'eau sombre, des forêts dont personne ne connaît le nom. Et il arrivera à votre fenêtre, à vous, ce matin-là. Et ce sera ça, un souffle. L'air qui se déplace, quelque chose de gratuit, de constant, d'infiniment ordinaire et d'infiniment mystérieux à la fois. Quelque chose qui ne vous appartient pas et qui pourtant vient vous trouver. Quelque chose qui passe et qui en passant dit quelque chose. Et il ne le dit pas avec des mots, il ne le dira pas avec des images, mais avec ce contact direct entre le monde et vous, entre ce qui circule et ce qui est là, entre ce qui va et ce qui reste. Alors respirez. Le vent est là.